Bonjour à tous. Voy a hacer mi presentación en francés, si no le molesta. Je vais vous présenter très rapidement le comité Champagne. Donc, nous sommes l'organisation qui représente l'ensemble des producteurs de champagne, depuis le tout petit vigneron jusqu'à des très grandes maisons de champagne, comme par exemple Moët et Chandon. Donc, nous nous occupons d'un nombre de structures très larges avec des échelles très très variées. Nous sommes environ 120 employés sur des missions qui sont basées sur trois axes. La protection de l'appellation, la communication autour du nom Champagne, une mission économique de régulation du marché qui est un petit peu du commerce équitable avant l'heure, et des missions techniques. Alors donc je fais partie du service technique. Nous sommes environ 40-45 ingénieurs et techniciens sur des missions de viticulture, œnologie, environnement. Et nous travaillons depuis la recherche appliquée, utilisation d'acquis de la recherche, jusqu'à des problématiques très concrètes de conseils appliqués aux côtés des professionnels champenois. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le sujet, je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que le développement durable, ce n'est pas uniquement l'environnement, c'est vraiment une question c'est la conjonction en fait de trois piliers qui sont le social, l'économique et l'environnemental. Si on a une bonne solution, par exemple environnementale, qui engendre des mauvaises conditions de travail pour les ouvriers, ou qui va menacer l'équilibre économique de l'exploitation, ce n'est pas une solution soutenable. Et donc, on n'est pas vraiment dans la durabilité. On essaye toujours dans nos analyses d'avoir en tête ces trois piliers du développement durable pour juger de la qualité d'une solution technique. Alors, pour intégrer la partie environnementale aux deux piliers socio-économiques qui sont un petit peu plus traditionnellement pris en compte dans notre activité, nous avons souhaité avoir une vision d'ensemble de nos impacts. C'est pourquoi, au début des années 2000, une évaluation environnementale globale de nos pratiques a été engagée. Et donc, l'ensemble des pratiques, depuis la plantation de la vigne jusqu'à la consommation de la bouteille chez le consommateur, a été analysée. Donc, on a, par exemple, mesuré les impacts sur la plantation d'une vigne, en prenant en compte le défrichement du terrain, l'utilisation de tronçonneuses pour couper les arbres, la plantation des plants de vigne, le matériel viticole, etc. Et donc chaque action a un impact sur l'environnement qu'il a fallu quantifier. Et donc le résultat de cette analyse globale était que l'on pouvait décomposer nos impacts suivant 4 grands enjeux environnementaux. Donc ces 4 grands enjeux, les voici. Le premier, c'est le management des intrants dans nos activités. Les intrants, pour parler plus clairement, ce sont essentiellement les pesticides et les fertilisants. Le deuxième, c'est la préservation de la biodiversité, des terroirs et des paysages. C'est une évidence, dans un paysage viticole, la vigne a un impact prédominant sur ce paysage et sur sa biodiversité. C'est un impact qu'il faut savoir encadrer. Le troisième, c'est quelque chose de plus traditionnel dans la gestion de l'environnement. C'est, on va dire, le cœur de métier des ingénieurs environnement. C'est la gestion responsable de l'eau, des effluents, des sous-produits et la gestion des déchets qui sortent de notre activité. Et le quatrième, donc à l'époque, c'était il y a 14 ans, c'était un petit peu une surprise à l'époque, c'est le défi énergétique et climatique. Donc c'était avant le prix Nobel attribué à l'IPCC et aussi avant le film de Al Gore. On parlait assez peu dans le grand public de cette problématique. On a voulu en savoir un petit peu plus et on a fait l'empreinte carbone de la Champagne. À notre connaissance, nous sommes la première région viticole à avoir fait cette empreinte, c'était en 2002. Et le résultat a été très surprenant. On voit ici que notre cœur de métier viticulture et œnologie, qui est en vert, représente moins de 20% de notre empreinte carbone. Les transports, dont on parle beaucoup quand on parle de carbone, représentent un quart de notre empreinte carbone. Et ici, la grosse surprise à l'époque, aujourd'hui ça a été bien intégré, mais à l'époque personne n'en parlait en termes d'enjeux environnementaux, c'est que nos achats de biens et de services, ce qui se passe en amont de notre activité ou en aval de notre activité, compte pour plus de la moitié de notre empreinte carbone. Vous avez ici l'emballage avec des bouteilles. En Champagne, on a des bouteilles assez lourdes, comme en cava,
puisqu'on a des pressions de 6 bars dans la bouteille. Et donc, 34% de notre empreinte carbone vient essentiellement de l'emballage. Et donc, quand on regarde cette conclusion, on s'aperçoit qu'on a des enjeux qui sont multiples, on l'a vu, 4 enjeux différents, qui sont répartis sur l'ensemble de notre cycle de vie. Et donc, on ne peut pas se contenter des méthodes d'analyse classiques, qui sont souvent focalisées sur une problématique. On a par exemple l'empreinte carbone est en haut. Vous avez ici une méthode qui est mono-impact, multi-étapes. On va regarder le carbone sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Vous avez des méthodes qui sont multi-impact, mais mono-étapes. Et donc là, par exemple, on va gérer un site de production en regardant l'ensemble de ses impacts, mais on ne sait pas ce qui se passe avant ou après. On a cherché à utiliser des méthodes qui soient globales, multi-impact et multi-étapes. L'intérêt étant bien entendu d'éviter tout déplacement de pollution, puisqu'on peut vouloir réduire l'empreinte carbone en travaillant sur un compartiment ici, mais on va peut-être créer un impact sur l'écotoxicité à une autre étape. Donc en ayant cette vue globale, on peut vraiment éviter ce genre de transfert de pollution. Et donc la méthode qui permet d'avoir cette vue globale, c'est une méthode qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, en anglais Life Cycle Assessment. Et donc cette méthode consiste, pour simplifier, à quantifier l'ensemble des intrants et des sortants d'un système, tout ce qui va rentrer, comme par exemple les consommations d'énergie, de matières premières, de produits manufacturés, et tout ce qui va sortir, donc nos produits bien entendu, mais aussi des sous-produits, des déchets, des émissions dans l'air, dans l'eau, dans les sols, qu'il va falloir traduire en impacts environnementaux. Pour vous donner un exemple, vous avez les gaz à effet de serre, une multitude de gaz à effet de serre sont traduits en impact environnemental sur le changement climatique en se ramenant à un équivalent carbone. Eh bien, on va faire la même démarche pour un ensemble d'impacts environnementaux, que ce soit l'acidification, l'eutrophisation des cours d'eau, l'écotoxicité. Les flux que nous émettons sont traduits en termes d'impact beaucoup plus généraliste. Alors c'est une méthode, je voudrais insister là-dessus avant de passer à la suite, qui est une modélisation. On ne va pas aller mesurer dans la nature ce qui est émis effectivement. C'est une méthode qui est basée sur un ensemble de modèles. Donc ça permet d'aller un petit peu plus vite, mais ça demande aussi d'avoir beaucoup de données en amont. Et donc on est très dépendant de la construction de bases de données. C'est un effort très important à l'heure actuelle dans le monde environnemental, en particulier en agriculture. Alors, je vais illustrer cette méthode par un exemple très concret. On s'est posé la question de l'impact de piquets acier et de piquets bois dans le vignoble. Les piquets bois ont une image plus écologique, bien entendu. Maintenant, on se base uniquement sur des faits. Et donc, on a voulu voir concrètement ce qu'il en était. On a comparé les deux solutions qui étaient à l'époque majoritaires en Champagne. C'est un piquet acier galvanisé fabriqué en France et un piquet en bois d'acacia fabriqués en Hongrie. L'idée, c'est de les comparer sur la même unité fonctionnelle et donc sur une durée de vie de 35 ans. Alors, pour les comparer, il a fallu construire leur cycle de vie. Vous avez à gauche le cycle de vie du piquet acier, à droite le cycle de vie du piquet en bois. Et donc, il faut prendre en compte, comme je l'expliquais précédemment, l'ensemble des étapes de leur cycle de vie. Depuis la production des matières premières, donc on a ici l'acier, ici, vous avez l'extraction du bois depuis la forêt. On a la production, la mise en forme, la distribution, transport. Donc là, transport, il ne faut pas oublier que ça vient de Hongrie, par exemple. Utilisation, et donc là, lors de l'utilisation, il peut y avoir aussi des impacts, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on fait de ces produits en fin de vie? Est-ce qu'ils sont recyclés? Est-ce qu'ils sont brûlés à l'air libre? Est-ce qu'on les utilise pour faire du chauffage? Ce sont des questions qu'il a fallu se poser et auxquelles il a fallu apporter des réponses. Le résultat a été assez surprenant, puisqu'on s'est aperçu que la solution distribuée en Champagne, qui est tout à gauche, était beaucoup plus impactante que le piquet acier qui est tout à droite. Vous l'avez ici. Et on a ici donc, notre référence, l'objectif en fait, qu'on s'est posé en termes de réduction d'impact. Et vous voyez, on est à plus du double. Donc ça, c'était une grosse surprise. Et en fait, en creusant un petit peu dans les sources de ces impacts, on s'est aperçu que ça venait de deux principales sources. Le premier, c'est que le mix énergétique hongrois
est essentiellement basée sur du gaz et du charbon. Et donc, la fabrication d'un piquet en Hongrie a un très gros impact sur le carbone. Mais aussi, il a fallu le transporter, bien entendu. Donc, on s'est dit, c'est très simple, on va se baser sur des piquets fabriqués en France. En se rapprochant de fabricants de piquets français, on a modélisé l'impact d'un piquet hypothétique français. Et donc, on s'est aperçu que c'était toujours pas la meilleure solution. On a certes un impact en termes de consommation d'énergie qui est beaucoup plus faible, mais on a un problème qui est au niveau de la fin de vie et au niveau de l'origine du bois. C'est-à-dire que si on va couper une forêt sans gestion durable pour planter des piquets dans la vigne, on est en train de diminuer le stock de carbone de la forêt. Et en termes d'empreinte carbone, on n'est pas en train de faire une économie d'émissions de carbone. De la même façon, en fin de vie, si ce carbone est brûlé à l'air libre, on a donc à la base un cycle neutre dans une forêt, et on a en fin de vie une émission de carbone à l'air libre. Alors, on s'est dit, on va structurer une filière de récupération d'énergie en fin de vie, c'est-à-dire encourager les vignerons à déposer leurs piquets sur des plateformes de collecte où ils vont être récupérés et utilisés dans des chaufferies. Et donc là, si ça alimente des chaufferies de biomasse, on évite l'utilisation de fuel, de gaz, de charbon, et donc on est un petit peu plus intéressant en termes de carbone. On voit que c'est toujours pas suffisant. La piste la plus intéressante, c'est de s'approvisionner localement d'une forêt gérée durablement. Et si, en plus, en fin de vie, ce piquet est incinéré avec récupération d'énergie, là, on obtient un crédit carbone, puisqu'on a une forêt gérée durablement, donc avec un cycle du carbone biogénique qui est neutre, ce qui est coupé va être replanté, et donc on ne va pas diminuer ce stock de carbone. Et en fin de vie, on a du bois qui va servir de source d'énergie et qui vient remplacer des énergies fossiles. Et donc là, c'est une vraie solution d'éco-conception, solution qui n'existait pas sur le marché. Je vous rappelle que la solution sur le marché, c'est celle-ci, qu'on vendait comme écologique. On voit que les faits viennent souvent challenger, remettre en cause le cliché écologique. Alors, ce qu'on voit aussi en résultat d'analyse de cycle de vie, c'est que le résultat est souvent « ça dépend ». On n'a jamais une analyse de cycle de vie qui va nous dire la solution A est meilleure que la solution B, ou alors c'est très rare. En général, on va avoir des réponses du style « ça dépend », mais nous savons de quoi ça dépend. Nous avons les facteurs ici. Et donc, c'est un vrai outil d'éco-conception dans nos choix techniques. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'analyse globale. Il a fallu s'assurer que la solution que nous avons choisie en termes de carbone n'engendrait pas un déplacement de pollution sur les autres enjeux environnementaux. Alors là, on a été très, très chanceux puisqu'on a vu que notre solution engendrait un gain environnemental sur l'ensemble des impacts. Malheureusement, c'est rarement le cas. Souvent, il va falloir faire un arbitrage puisqu'on a certains impacts qui vont avoir tendance à augmenter d'un autre côté. Alors, en conclusion sur ce choix technologique, on a décidé de promouvoir l'implantation de piquets en bois qui étaient locaux et d'encourager le développement de filières de collecte de bois, mettre l'accent aussi sur la partie labellisation, se fournir en bois qui était labellisé PEFC ou FSC, donc de forêt gérée durablement. Il a fallu aussi améliorer notre connaissance de cette supply chain, puisque en fait, nous ne savions pas jusqu'ici d'où venaient les produits que nous consommions. Et on s'aperçoit que quand on remonte cette chaîne de valeur, il y a beaucoup de choses. J'ai parlé des piquets, mais je pourrais parler d'autres solutions techniques que l'on découvre qui ne sont pas si écologiques que ça dans les solutions soi-disant écologiques. Très rapidement, deux exemples sur lesquels nous avons eu des surprises. Nous avons comparé le travail d'un cheval avec le travail d'un tracteur dans les vignes pour le travail du sol. Et donc, on s'est aperçu que c'était un gain en termes de carbone, mais que par contre, sur la partie écosystème et empreinte eau, la solution cheval qui est en bleu ici a un impact plus élevé que la solution tracteur. Et donc,
Je vous parlais tout à l'heure d'arbitrage. Là, il faut vraiment faire un arbitrage. Quelle est notre priorité de valorisation des sous-produits vinicoles et viticoles? Et donc, c'est une pratique que l'on souhaite répliquer sur l'ensemble de notre cycle de vie. Comme vous pouvez voir, il y a encore beaucoup de travail, puisqu'on a surtout travaillé un petit peu sur la partie viticulture, un petit peu sur les sous-produits. Mais il nous reste ici beaucoup de choses sur lesquelles on voudrait travailler. Et donc, encore beaucoup d'années avant d'avoir un cycle de vie global du champagne qui nous permette d'avoir l'ensemble de nos activités comparées de façon très cartésienne et plus seulement folklorique. Merci.